de nous rejoindre. Michèle, qui est une habituée de ces universités, puisqu'elle est là depuis la première heure. Et parmi l'ambition de E5T, il y a bien sûr cette idée de voir comment des projets émergent, et pas seulement, mais comment ils évoluent, se transforment. Et je crois que Michèle est une très bonne illustration, en tout cas a de nombreuses illustrations à fournir de cette logique-là, puisqu'elle connaît très très bien depuis très longtemps l'ensemble des sujets en lien avec l'efficacité énergétique, avec les enjeux autour de cette COP21. Je crois qu'elle les connaît mieux que personne, mais je souligne que quand on prend un projet, finalement, prendre un projet, c'est facile. S'y consacrer, l'amener à un terme, c'est bien plus difficile. Ça demande beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de passion, beaucoup d'intelligence. Et donc, l'an dernier, Michèle, tu nous as parlé de Vivapolis, qui était quelque chose de très nouveau. Je ne sais même pas si à l'époque, le nom était déjà là. Et puis, c'était un projet, et aujourd'hui, ça s'inscrit dans une réalité, déjà dans le monde. Et donc, c'est cette idée, finalement, de contribuer de façon effective, réelle, à cette transition, en abordant la question des villes, puisqu'on sait aujourd'hui, en tout cas, c'est des choses que j'ai apprises ici, que plus de la moitié du monde, de la population mondiale, depuis 5 ou 6 ans maintenant, vit dans les villes. Et finalement, ce savoir-faire français, peut-être, comment il s'exporte? Qu'en est-il de ce Vivapolis? Est-ce qu'on a les premiers retours d'expérience? Est-ce que Vivapolis va participer au projet des 100 villes en Inde, par exemple? Michèle, à toi. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci Myriam. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais continuer ma saga Vivapolis. Je pense même que c'est la 3e fois que je vous en parle. À chaque fois, mais on progresse. Première fois, le nom n'existait pas. Le deuxième, effectivement, je savais à peu près de quoi je parlais. Là, on va essayer de réfléchir ensemble à quelques enseignements qu'on peut tirer de cette opération Vivapolis. Donc, juste en quelques mots, c'est la marque collective qui réunit les acteurs français qui essayent d'exporter la ville durable à la française partout dans le monde, auquel participent beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais aussi les ministères, les grandes agences publiques et un certain nombre de collectivités. Je vais vous en parler et donc de regarder ensemble comment nous pouvons essayer de réfléchir à la question qui est quand même celle de l'université, c'est où on en est juste avant la COP sur ces sujets de climat, au moins dans les villes. Alors, juste quelques chiffres, puisque, comme Myriam le rappelait, les chiffres sont impressionnants en matière de ville, puisqu'aujourd'hui, le GIEC a mesuré qu'il y avait entre 71 et 76%, vous reconnaissez la précision du GIEC et sa prudence, des émissions de CO2 liées à l'énergie qui sont d'origine urbaine et un peu moins de la moitié de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc il est important de travailler sur la ville quand on essaye de faire quelque chose en matière de gaz à effet de serre et de CO2. Deuxième élément important, effectivement aujourd'hui 50% de la population mondiale est en ville, habite en ville avec 3,9 milliards d'habitants. En 2030, pour continuer à faire peur à Myriam, il y aura 5 milliards d'habitants dans les villes, c'est-à-dire 60% de la population mondiale, puisque la population mondiale augmente et la partie de la population mondiale qui est dans les villes augmente. Au total, on va être donc beaucoup plus nombreux dans les villes, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1,2 million d'urbains en plus par semaine entre maintenant et 2030. Et puis, même s'il n'y avait pas cette augmentation de population, de toute façon, il y a aujourd'hui beaucoup de villes dans lesquelles le niveau de confort, de mobilité, etc. est extrêmement faible et qu'il y a une aspiration globale à des modes de vie qui sont dans l'ensemble plus consommateurs d'énergie. Je parle bien sûr des villes dans les pays émergents, donc plus consommateurs que les modes de vie traditionnels. Et donc tout ça, ça a forcément des conséquences sur nos consommations et nos émissions. Donc les villes sont devenues, c'est évident, le lieu prioritaire de la lutte contre le changement climatique.
Ça tombe bien, il y a énormément de choses à faire, beaucoup de possibilités d'action. Je ne vous les décris pas, vous les connaissez. Le bâtiment à rénover ou à construire quand on est dans les nouvelles villes. La mobilité, que ce soit sur les véhicules ou sur les modes de transport eux-mêmes avec les transports publics. Toute la gestion des services urbains, l'éclairage, l'eau, les déchets, l'énergie, etc. Et un élément nouveau dont on a parlé un peu au travers de toutes les interventions, c'est l'intégration de l'ensemble de ces fonctions, l'intégration qui est aujourd'hui rendue plus facile, pas facile, mais plus facile grâce au numérique et à la digitalisation avec les smart grids, etc. Je n'insiste pas parce qu'on n'aura pas le temps. Deuxième élément important sur le changement climatique et les villes, et je crois qu'il faut l'avoir en tête, c'est qu'elles sont victimes des conséquences du changement climatique, elles en sont conscientes, avec de forts besoins d'adaptation qui nécessitent aussi des évolutions, quelles que soient les villes du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Le niveau de la mer qui monte, les inondations, les vents de poussière, les vagues de froid, les vagues de chaud. Ce qui a des conséquences réellement sur les villes, puisque à New York, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur des systèmes qui permettent que les quartiers soient autonomes en autarcie en matière d'énergie pendant quelques heures ou pendant quelques jours pour pouvoir faire face effectivement à des catastrophes climatiques. Donc tout ça, ça a des conséquences très fortes sur la manière dont on construit les villes. Les villes sont... Je suis allée plus vite que la musique, je pense. Voilà, les villes sont donc conscientes de leurs responsabilités et de leur capacité aussi, bien sûr, à agir sur ces multiples facteurs. On a aujourd'hui, j'y reviendrai pas, Michel Saban nous en a parlé à travers le R20, des réseaux qui se sont mobilisés. Je rappelle simplement la réunion de New York en septembre 2014 et celle de Lyon en juillet 2015. Les réseaux de villes et de collectivités plus généralement essayent de se mobiliser pour prendre des engagements et agir. Et ce sera un des axes structurants de l'agenda des solutions de la COP 21. C'est aussi un objet de compétition entre les villes. Il faut en être bien conscient. À travers le monde, que ce soit Singapour, Hong Kong, Londres, Paris, Stockholm, elles sont toutes en train de se battre à celles qui feront le meilleur plan bas carbone. Il y a un peu de marketing, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres villes qui sont dans les pays du Sud ou dans les pays émergents. Et pour revenir à la question que posait Michel Derdevet tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas un écart, un découplage, comme il a dit, entre le discours et les actes sur ces sujets. Et c'est là qu'en quelques mots, à travers l'expérience de Vivapolis, on peut essayer de réfléchir à ce sujet. On a des villes, c'est très clair, nous les voyons, donc depuis 2 ans, on les rencontre, on essaye de travailler avec elles. On a des villes qui souhaitent avoir des démarches de villes durables partout dans le monde. Je vous en donnerai quelques exemples, de toute taille, des grandes, des moyennes, des petites, au nord, au sud. Dans ces demandes, dans cette recherche de villes durables, il y a la lutte contre le changement climatique qui est un élément très, très structurant vraiment de leur démarche. C'est à travers cet élément-là souvent qu'elles mettent en avant cette dimension de durabilité environnementale, parce que bien sûr, on ne construit pas une ville et on ne fait pas un quartier où on ne travaille pas sur la mobilité uniquement pour des problématiques de changement climatique, c'est bien évident. C'est d'abord pour leurs habitants que les villes se construisent, pour améliorer leurs conditions de vie. Ça tombe bien, beaucoup de ces actions vont avoir aussi des impacts sur leurs conditions de vie, que ce soit la santé, la mobilité, j'en passe. Alors, où est-ce qu'on travaille sur ces sujets-là aujourd'hui? Un peu partout, je ne vais pas vous les décrire parce que ce serait trop long et que j'ai déjà été longue. En Chine, ça avance doucement. On a des sujets sur lesquels on travaille depuis 2 ans entre Wuhan et Shenyang. On voit bien que c'est difficile pour des raisons structurelles. Au Kazakhstan, à Astana, ils s'en préoccupent aujourd'hui parce que clairement, ce n'était pas le cas jusque-là, parce qu'il y a une exposition universelle en 2017
sur les énergies et le climat, donc il faut qu'ils essayent de faire quelque chose. Dans l'ASEAN, on a des débuts intéressants dans un certain nombre de villes de tailles très différentes, comme vous le voyez, Mandalay, Bandung ou Singapour. Dans les Émirats arabes unis, on a une énorme demande de travailler sur ces sujets-là, alors que vous connaissez les villes, que ce soit à Dubaï ou à Abu Dhabi, c'est pas celles qui, à première vue, comme ça, nous paraissent les plus efficaces en énergie. En Côte d'Ivoire, on a aussi du côté d'Abidjan ou de villes plus modestes comme Bouaké des vraies demandes et des vrais projets de travail sur de renouvellement urbain qui intègrent le changement climatique. Et au Mexique, je finis par là avec Campeche, puisque en fait c'est un travail qu'on fait avec la ville de La Rochelle. Campeche et La Rochelle échangeant aujourd'hui leurs expériences sur la manière de faire évoluer leur urbanisme, leur mobilité, etc. Et je l'espère bien, d'arriver à des résultats. Qu'est-ce qu'on en tire comme réflexion? On va dire clairement qu'il y a une réelle envie de faire des villes bas carbone, durables et bas carbone. Qu'on a une volonté de s'informer, de trouver des bonnes solutions qui est extrêmement forte, des solutions adaptées, hein, on l'a dit les uns et les autres, on ne fera pas la même chose au nord, au sud, dans les grandes villes et dans les petites. Donc des besoins de solutions, des solutions adaptées dans chaque région, avec chaque histoire et chaque culture, ça c'est indubitable. On a des solutions qui existent, solutions techniques, technologiques, on sait ce qu'il faudrait faire dans le bâtiment, la mobilité, les services, etc. On a partout des réalisations exemplaires, plus ou moins importantes, dans certains secteurs plutôt que dans d'autres. Des innovations partout, que ce soit au nord ou au sud. Les villes d'Afrique vont passer probablement relativement vite à des systèmes très numériques parce que ça leur économise des infrastructures que nous avons et donc nous arriverons peut-être un peu moins vite d'ailleurs sur certaines technologies parce que nous avons les infrastructures qu'elles n'ont pas. Donc tout ça, ça existe. Par contre, ça ne va pas vite. On a beaucoup de difficultés et quand on voit au bout de 2 ans les choses, comment elles évoluent, on a clairement, et c'est important, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la journée, des problèmes de gouvernance pour gérer ces problématiques de climat. Parce que vous avez tous, nous on jongle avec, facilement avec les technologies, les solutions, etc. Mais en fait, tout ça c'est très compliqué à mettre en œuvre. Ça demande une gouvernance transversale, que ce soit pour les élus ou pour les services. Déjà, il faut que les élus comprennent que pour arriver à faire des choses efficaces en matière de changement climatique, il faut qu'ils aient une vue globale, il faut qu'ils commencent à travailler par l'urbanisme, dans la mobilité, il faut qu'ils intègrent dès le début un certain nombre d'objectifs. C'est déjà pas simple. Surtout quand, comme au Mexique, vous avez des mandats de 3 ans. C'est un vrai sujet, hein. Si vous avez un maire qui a un mandat de 3 ans, au bout de 3 ans, il n'a pas le droit de se représenter. Comment vous faites pour faire vraiment des projets de moyen long terme? C'est des vrais sujets de gouvernance à traiter. Et puis pour les services, c'est la même chose. Il faut qu'ils aient cette possibilité de travailler de manière transversale alors qu'ils sont partout, dans tous les pays, il n'y a pas que chez nous, en silo, et que c'est quand même très difficile de les faire travailler les uns avec les autres. Des problèmes de formation à tous les niveaux, à la fois pour faire une action, on le sait bien nous-mêmes d'ailleurs, hein, la réhabilitation de bâtiments. Mais alors quand vous êtes sur des systèmes de smart grid, vous commencez à complexifier quand même sérieusement le sujet. On a donc beaucoup d'expérimentation. À ma connaissance, enfin en tout cas à mon avis, pas assez de généralisation et on devrait plutôt se focaliser sur ce point-là, essayer de généraliser les choses qui marchent plutôt que d'aller forcément toujours chercher la dernière technologie. Des villes qui se développent, mais beaucoup plus vite que les projets. Et là, les problèmes de complexité administrative, on les voit tous les jours, on les voit chez nous, on y est sensible, c'est partout pareil. Et on a un vrai décalage entre ce que nécessite ce travail transversal qui complexifie aussi les procédures et le fait que, comme je vous le disais, il y a quand même 1,2 million d'urbains par semaine en plus aujourd'hui dans le monde.
quelquefois des problèmes d'argent, hein, c'est clair, mais sérieusement, c'est rarement le problème qui pose aujourd'hui le plus de difficultés, parce qu'on finit par en trouver, il y a des systèmes d'aide, etc. Le problème aujourd'hui me paraît beaucoup plus dans la gouvernance, dans la formation et dans notre capacité à travailler dans la durée sur ces sujets-là avec tous les acteurs qui doivent être réunis. Et vous le savez aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tout ça, ça se fait forcément avec des parties prenantes extrêmement nombreuses et si possible en associant la population. Bon, encore un problème de complexité supplémentaire. Mais je suis quand même très optimiste, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Merci Michel, je vois qu'il reste du pain sur la planche. Du pain sur la planche et j'adore entendre ce n'est pas qu'un problème d'argent et ça peut se régler. Ça me fait vraiment plaisir, vous n'imaginez même pas.